Non. On va attendre les questions. Alors, la première question, s'il vous plaît. Les micros. Un micro là, un micro là. Je sais que c'est toujours difficile la première, toujours difficile quand on sort du film. Monsieur. Est-ce que vous êtes inspiré de faits réels? Est-ce que je me suis inspiré de faits réels? Non, pas du tout. C'est complètement fictionnel. Il n'y a pas d'histoire réelle au départ, il n'y a même pas un cas particulier. Non, c'est vraiment très très fictionnel. Alors il va falloir être gentil avec moi et poser des questions. Monsieur, s'il vous plaît. Vous m'avez dit là. Sinon on le fait sans micro si vous avez la voix. On peut essayer. Vous faites remarquer dans le dossier de presse que le vocabulaire attaché à cette pathologie est extrêmement proche du vocabulaire du cinéma. Est-ce que c'est si étonnant? Non, c'est pas du tout étonnant. C'est vrai que les gens qui vivent une sensation de déréalité, quand ils racontent leurs problèmes, leur décalage par rapport au monde, effectivement, uniquement le vocabulaire cinématographique. C'est-à-dire souvent les gens disent « j'ai l'impression d'être un acteur, au contraire un spectateur de ma vie, j'ai l'impression que ma vie est un film, j'ai l'impression que les gens sont comme décalés ». Enfin, tout le vocabulaire est un vocabulaire cinématographique, excusez-moi. Et je trouvais ça justement intéressant de voir que les gens qui vivent une sensation de décollement par rapport à la réalité, au fond, se rattachent au cinéma pour exprimer leur mal. Donc je trouvais que c'était un parallèle intéressant. Vous êtes très sage. Bonsoir. Pour rebondir sur, c'est une question pour Mathieu, pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous-même, Mathieu, vous avez vécu ce rôle comme une mise en abîme de l'acteur? On pose souvent cette question et je suis désolé de vous dire que non. Parce que, quand on joue un rôle, on joue le rôle de quelqu'un. Si cette personne est pompier, on joue le rôle d'un pompier. Si cette personne est un imitateur, on joue le rôle d'un imitateur. Donc il n'y a pas vraiment de mise en abîme. Tu joues pas le rôle que joue le rôle que la personne imite. Tu joues le personnage. Donc il n'y avait pas de mise en abîme. C'était pas, on ne se parlait pas en disant alors tu joues le personnage qui imite l'autre personnage. Non, tu joues un personnage. Donc il n'y a pas cette mise en abîme. La mise en abîme, elle peut être par rapport à la question du monsieur qui est sur le fait que, par exemple, si j'avais été un acteur vraiment dédié à mon art, qui ne fait que ça, ça serait intéressant de poser la question à un acteur, est-ce que ce rôle est une mise en abîme par rapport à sa vie à lui? C'est-à-dire, est-ce qu'il est plus heureux à jouer des personnages ou est-ce qu'il est plus heureux dans sa propre vie? C'est la seule mise en abîme que je pourrais voir. Une question pour Mathieu. Vous êtes à l'affiche aussi... On est deux Mathieu, donc il faut préciser. Pardon, Kassovitz. Vous êtes aussi à l'affiche, enfin quasiment en même temps, là, de La Vie sauvage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait dire oui à un projet? Sur ces deux-là, ce qui était intéressant, c'est bon, le projet de Mathieu et d'Alexandre était quelque chose à côté duquel je ne pouvais pas passer vraiment parce que le scénario était très étonnant et pour un cinéaste, ça donne envie de faire partie d'un tel projet. Le film de Cédric Kahn, ce qui était intéressant, c'est que c'était l'opposé complet. C'était un tournage complètement différent, qui est plus proche du cinéma réaliste de la nouvelle vague. Et j'ai enchaîné vraiment les deux. On a tourné un mois en été pour le film de Cannes. J'ai terminé un vendredi, j'ai commencé avec eux un lundi. On a tourné pendant 3 mois et demi et j'ai terminé un vendredi. J'ai recommencé en hiver pour faire la suite du film de Cannes, dont ils avaient un mois de tournage en hiver. Donc c'était intéressant quand j'ai vu les deux et l'opposé des deux. Je me suis dit, tant qu'à se lancer vraiment dans un film et où je devais souffrir à être la marionnette de l'un, je me suis dit au moins, essayons de s'amuser à travailler sur des domaines complètement différents. Donc j'ai pris le film de Cannes aussi parce que j'avais pris leur film et que ça m'intéressait de passer d'un vendredi à lundi à 2 trucs complètement différents et à 2 styles de cinéma complètement différents. Justement, c'est intéressant, le personnage part avec un passé assez inexistant, il a aucun lien avec sa famille, et d'ailleurs,
très intéressamment, il s'améliore en fait dans ses imitations au fur et à mesure, son sens moral se construit, il se projette dans le futur. Comment est-ce que vous avez envisagé ça à la fois dans le jeu et dans la réalisation de cette évolution du personnage? En fait, il y a deux questions dans la question. C'est-à-dire qu'il y a comment... Non, mais je vais essayer de faire deux réponses. Il y a la construction du personnage. Quand on a commencé à écrire avec Alexandre, on s'est beaucoup posé la question de savoir si le personnage devait avoir on va dire, un traumatisme initial, quelque chose qui expliquerait le pourquoi de son comportement. Et c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup discuté, et on ne tenait pas à ce qu'il y ait une explication pourquoi il est comme ça. C'est-à-dire que moi je trouve que le problème quand vous résumez la névrose de quelqu'un à un incident en particulier, je trouve que c'est hyper réducteur. Je trouve que c'est beaucoup plus fort, parce que même si la biographie, si on est tous les enfants de nos parents, d'une construction, d'une éducation, je trouve que c'est extrêmement réducteur de résumer ça. On ne se résume pas à sa biographie, c'est pas parce que vous avez grandi dans un milieu ou dans un truc que vous êtes forcément comme ça. Et donc on s'est beaucoup posé la question, et on trouvait que c'était plus intéressant de ne pas donner de clés pour que la projection, l'empathie soit la plus forte sur le personnage. Et après, il y a la deuxième question qui est la construction du personnage dans le film. L'idée, c'était de raconter un film à la première personne sur quelqu'un qui n'a l'impression d'être personne, et de construire en fait le film autour de ce personnage de la même manière que lui-même envisage son rapport aux autres. C'est-à-dire que on commence le film comme spectateur, on regarde ce personnage, on se demande qui il est, on l'observe, on l'examine, on se demande un peu qui il est ce qu'il a des mauvaises intentions, des bonnes intentions. On essaie d'en faire le tour. Progressivement, on comprend un peu quel est son fonctionnement, et je pense à ce moment-là que l'empathie naît pour lui, et jusqu'à épouser son point de vue, et j'espère, en tout cas c'était l'un des paris du film, qu'on ait envie qu'il poursuive son chemin, et qu'on ait envie qu'il imite les gens, qu'on ait envie qu'il suive cette voie. Donc en fait, on a essayé de faire la même chose que le personnage quand il observe les gens, essaie de les comprendre, essaie de les analyser en les suivant, en observant comment ils sont, et petit à petit d'essayer de les habiter, de les imiter, et après de revivre ce qu'ils vivent, un peu comme le principe de l'empathie, c'est-à-dire de vivre ce que les gens vivent. On s'est dit, on va essayer en construction scénaristique de reprendre ce chemin. Non, je suis très d'accord avec ta réponse. Non, mais c'est vrai sur deux petites choses. Sur le départ, le traumatisme du personnage, c'était important pour nous parce que on a trouvé que la matière était très belle quand on a commencé à en parler, parce que c'était un sujet très intime qui nous renvoyait des choses sur à la fois l'extrême solitude et les fantasmes de vouloir devenir un autre, et de montrer le parcours de quelqu'un qui s'affranchit et qui va plus loin que le fantasme. Donc ne pas faire de traumatisme initial aussi, c'était de se renvoyer au fait qu'il y a un côté vertigineux quand il y a un mal-être de cet ordre-là, de ne pas en connaître l'origine. Et après, c'est vrai que quand on a commencé à travailler, on a travaillé avec la fin, on a eu la fin très tôt, et ça a été toujours, dans cette histoire qui est assez noire, l'histoire le parcours d'un personnage qui s'ouvre au monde. C'est-à-dire que ça a toujours été vécu, je pense, comme une histoire assez positive par rapport à ce personnage, et essayer d'emmener le spectateur jusqu'à coller à cette espèce de victoire par l'absurde qui est la sienne à la fin, et le fait qu'il aille jusqu'au bout et qu'on puisse faire corps au maximum avec lui dans sa folie qui prend une démarche positive pour nous. Il y a un point supplémentaire qui renvoie d'ailleurs à la première question qu'on nous a posée. Quand on a travaillé le personnage, quand on a travaillé l'histoire, on a énormément lu sur des cas cliniques, sur des gens qui vivent ce type de symptômes, ces gens qui traversent sur de choses. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que vous prenez des Jean-Claude Roman, il y a plein de personnages qu'on peut prendre un peu plus connus. C'est que quand vous regardez leur biographie, ils n'ont pas forcément un truc dans leur vie qui les a fait basculer. C'est souvent d'ailleurs des gens, dans les cas de psychanalyse qu'on a pu lire, c'est que vous avez beaucoup de gens qui en fait essayent d'être des enfants parfaits. Ils sont élevés par des parents, ils essaient de faire ce qu'il faut, ils essaient d'être l'image idéale que les parents veulent qu'ils soient. Et au fond, ils se construisent dans le regard de quelqu'un, et à force de vouloir être la personne qu'on veut qu'ils soient, petit à petit, ils oublient qui ils sont. C'est ce que raconte Gary, par exemple, quand il raconte son rapport à sa mère. Il disait, ma mère voulait que je sois ambassadeur, je suis devenu ambassadeur, elle voulait que j'écrive, j'ai écrit. J'ai au fond eu toutes les vies qu'elle voulait que j'aie. Et il y a un moment, je ne savais plus l'homme que je voulais être. Et donc c'est aussi pour ça qu'il a lui-même créé un double dans son écriture. Parce qu'il est au fond, je dirais que la recherche du double est une recherche d'authenticité.
Et pour ajouter, c'est une question intéressante. Moi, je me souviens de la fois où on s'est vus tous les trois et ils m'ont posé la question, ils m'ont dit: est-ce que tu penses que pour travailler ton personnage, tu as besoin de comprendre pourquoi il est là et son passif? Et je crois que ça a duré 2 secondes. Personnellement, moi j'ai dit non. Et surtout parce que je pense que le film parle d'un sujet universel et que lui donner un passé structuré qui est très personnel fait que vous, spectateurs, que nous, spectateurs, on regarderait ce personnage en disant: d'accord, je comprends son traumatisme qui est dû à quelque chose de très spécifique qui n'est pas le mien. Laisser une coque vide sans explication fait que le spectateur peut s'intégrer et peut comprendre quel est son malaise sans avoir besoin de comprendre l'origine, puisque nous avons tous, c'est un film qui parle de notre place dans la société, notre place en nous-mêmes. Est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nous sommes pas heureux? Est-ce que nous voulons être quelqu'un d'autre? Est-ce que nous nous contentons de ce que nous avons? Est-ce que nous avons le courage de passer le pas? Et le fait de garder ça d'une manière plus traité comme une fable, parce que c'est pas un film extrêmement réaliste, c'est un film qui touche au réalisme mais qui reste quand même très universel, encore une fois, dans son sujet, parce que il n'est pas spécifique, voilà. Et il y a une licence poétique qu'il faut accepter. Si on l'accepte, on peut trouver dans ce personnage des choses qui vous sont très personnelles, je pense. Enfin, moi j'y ai trouvé en tout cas. Et c'était aussi pour cette raison un élément supplémentaire qui était que par contre on a souhaité que dans l'histoire il ait une famille, c'est-à-dire qu'il ait une mère, qu'il ait une sœur, c'est-à-dire qu'il ne soit pas non plus complètement déconnecté, qu'il n'ait aucun lien avec son histoire, avec le passé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'était aussi une façon qu'on avait de montrer que par exemple quand il s'affranchit, quand il devient Henri de Montalte, il assiste à son propre enterrement et il voit sa mère qui a éploré, il voit sa sœur. C'est aussi le fait de, quand vous changez de vie, vous ne pouvez pas changer de vie sans faire du mal à ceux qui vous entourent. Vous ne pouvez pas changer de cadre sans casser le cadre précédent. Il se trouve que là, il se fait passer pour mort et il va finalement, à la fin du film, assumer son meurtre symbolique. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que cette mère, cette sœur qui n'ont rien demandé, se retrouvent pris dans la peine pour des raisons qui les dépassent, parce qu'elles ne peuvent pas comprendre le geste du suicide dans un premier temps, ou elles ne pourraient pas comprendre sa démarche. Mais c'était... je dirais que chacun d'entre nous peut le ressentir. Je pense que chacun d'entre nous se pose à un moment ou un autre de son existence. Pourquoi j'ai cette vie? Pourquoi j'ai cette vie plutôt qu'une autre? Pourquoi les autres? Comment font les autres pour être si heureux? Ils ont l'air de l'être si heureux, ça a l'air d'être si simple chez eux. Alors pour moi, c'est un enfer. Pourquoi? Et c'est sur cette question-là qu'on a construit le scénario. J'ai un micro. Juste pour dire justement le personnage du début, Sébastien Nicolas, il choisit en fait comme modèle et comme personne à incarner une personne qui est vraiment pas heureuse, qui a dû être malheureuse toute sa vie, visiblement en tout cas, il n'a qu'une seule passion. Et comment on peut justifier ce choix de quelqu'un peut-être encore plus malheureux et de l'assumer encore plus, puisqu'il va même jusqu'à aller en prison et ça ferme la boucle, on va dire. Pourquoi? Il y a sans doute plusieurs parce que, mais je dirais que d'abord on trouvait intéressant que le personnage qui est malheureux dans sa vie et au fond il va prendre la vie d'un autre qui ne veut plus. Et je pense que c'est aussi sur la notion de fantasme, c'est-à-dire que je pense que c'est très dur de savoir ce que les autres pensent. Je pense qu'on a tous en nous une question existentielle qui est de se dire effectivement pourquoi je suis moi, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'une chose, qu'est-ce qui fait que j'ai envie, au fond quelle est ma petite musique intérieure, qu'est-ce qui fait que je suis spécifique. Je sais que tout le monde se pose cette question, chacun d'entre nous s'est forcément posé la question dans sa vie. Donc c'est de se dire chacun se pose cette question, moi-même je me pose la question et quelle est la réponse que moi j'y apporte. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand vous êtes dans un questionnement et que vous regardez les autres, vous avez toujours une image fantasmagorique des autres, ou du moins fantasmée. On n'arrive pas à savoir, on connaît très peu, on a même quelqu'un qu'on connaît bien, on ne connaît pas son intériorité, on ne connaît pas sa vie de secret. Donc Sébastien Nicolas, la vision qu'il a d'Henri de Montalte, c'est pas forcément celle d'un homme triste. Il a l'impression que c'est un homme plein, il a l'impression que c'est un homme qui a une vie, qui a une existence forte, et au fond, lui, ce qui lui donne envie, c'est le fait que cet homme ait une vie, et il veut cette vie. Tout d'un coup, comme un acteur qui prendrait un rôle, tout d'un coup, il est heureux dans ce rôle. Il ne se pose pas la question de savoir si le personnage qu'il incarne est un personnage négatif ou positif. Il a l'impression que le personnage qu'il incarne est riche, et beaucoup plus riche que lui. Et ce qui est intéressant aussi sur les gens qui vivent cette névrose, il y a des blogs entiers de
d'adolescents qui vivent ce genre de névrose, qui racontent. C'est des gens qui ont un haut niveau d'intellectualisation par rapport à ce qu'ils vivent. Ils disent « j'ai l'impression que je suis comme ça, pourquoi les autres vivent ça ?» C'est-à-dire que c'est des gens qui se questionnent. Donc, au fond, il a une vision, il a envie de cette vie, mais on trouvait aussi intéressant au scénario qu'il souhaite prendre la vie de gens, mais qui ne sont pas des gens extraordinaires, ou forcément des gens lumineux ou solaires. Ce qui les intéresse, c'est leur vie, en fait. Oui, et puis dans la construction du personnage d'Henri de Montal, je pense que c'est un agrégat aussi pour nous de personnages. Bon, c'est un peu un ogre, c'est un misanthrope, mais c'est aussi un personnage, moi, qui m'a fasciné à l'écriture et qui me fascine dans le film, et d'autant plus avec ce qu'on a fait Mathieu. Je veux dire, même si on retrouve le personnage au bord du ravin après un certain nombre d'échecs, c'est quelqu'un qui est quand même porteur de gloire, d'histoire, d'art, de musique, qui a une radicalité et qui, même s'il est dans le malheur, il est dans des, je dirais, dans des sentiments exacerbés, tout ce que n'a pas Sébastien Nicolas. Donc c'est, je pense, quelqu'un qui est aussi fascinant par sa misanthropie et son rapport au monde, et aussi le fait qu'il, pour la première fois peut-être dans sa vie, il rencontre quelqu'un qui arrive à le lire d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, il y a une connexion aussi entre eux sur le fait que la coquille vide dont parlait Mathieu, elle est lue par Henri de Montalt, qui passe au-dessus de l'apparence de ce personnage de Sébastien Nicolas Immobilier, dont on peut se dire qu'il est aussi une création imaginaire du personnage de la cave. Donc ce lien entre les personnages, il se fait aussi dans leurs deux solitudes, je pense. Oui, puis on trouvait aussi intéressant que ce soit, au fond, que Sébastien Nicolas, c'est l'inverse du misanthrope. C'est un homme qui préfère les autres à lui-même, et au fond, ce qui est intéressant, c'est que l'anti-misanthrope devient misanthrope. Donc c'était un élément assez fort. Et puis il y a un autre élément qui est intéressant, qu'on voit beaucoup dans les écrits de Glenn Gould, par exemple, qui était un interprète, c'est que notre société, en particulier les violonistes, on est une espèce de culte pour les grands musiciens, les violonistes, les pianistes. Et Glenn Gould, qui était un immense interprète, n'était pas un grand compositeur. Et lui-même vivait ça comme... Il avait un sentiment d'usurpation par rapport à son art. Il avait l'impression qu'on le chérissait, on l'adorait, alors que lui-même n'était qu'un interprète. D'ailleurs, on reprend en partie cette idée quand il dit « je ne suis pas un interprète, je ne suis qu'un prêtre, je ne suis pas un prophète ». C'est cette idée que, malgré tout, il prend la peau d'un homme qui lui-même joue la musique des autres. Donc, je ne sais pas si vous avez tous entendu, la question c'était pourquoi on a choisi de faire une fin heureuse plutôt que sombre. Moi je trouve que la fin elle est plus ambiguë que vraiment gaie. Il revient, il prend 10 ans de prison, il assume. Moi ce que je trouve très beau, et c'est une idée qu'on a eue assez vite en écrivant le scénario, c'est que c'est un homme qui assume son meurtre symbolique. C'est-à-dire que c'est là où le symbole, la fiction rejoint le symbole, et c'est là où on est dans la dimension de conte. C'est que c'est quelqu'un qui il n'a jamais cherché à faire du mal à qui que ce soit. C'est un homme qui plutôt se fait du mal à lui-même plutôt qu'aux autres. Il a l'opportunité, avec la mort d'Henri de Montalt, de changer de vie. Il l'accepte. En ce faisant, il franchit un Rubicon, il franchit une ligne rouge. Et à la fin, au fond, il assume son geste en allant au bout, et il accepte de prendre la vie d'Henri de Montalt avec ce que ça implique, c'est-à-dire d'aller en prison. Et je dirais que la prison symbolise le fait que quand on change d'identité, quand vous avez un changement, ce n'est pas un changement qui est simple, même si c'est une dimension qui est compliquée. On peut reprendre je dirais, quand vous changez de vie, vous pouvez trouver du bonheur dans votre nouvelle vie, c'est pas sans risque. Et le fait qu'il aille en prison, je trouve, est quand même symbole de quelque chose d'assez fort. Non, mais d'abord, moi, je suis heureux que vous ayez vécu la fin comme une fin heureuse, parce que c'était une vraie question pour nous. Parce qu'à la lecture du scénario, beaucoup de gens trouvaient cette fin très bizarre et très étrange. Et en plus, je pense qu'on a toujours aussi voulu raconter l'histoire d'une métamorphose, et on s'est jamais interrogé là-dessus, mais enfin, moi personnellement, je pense que la métamorphose est possible, qu'on peut changer de vie, et je suis assez heureux que l'histoire de Sébastien Nicolas raconte ça, même si elle le fait d'une manière un peu tordue à sa manière, parce que il va quand même assez loin dans son délire final.
Mais moi, personnellement, moi, je fais corps avec lui et je suis en empathie avec, avec ça. Et je suis heureux que ça raconte ça. Oui, là. Bonsoir. C'est une question pour Mathieu Kassovitz. Je suis là, pardon. Justement, vous êtes un visage connu. Donc je voulais savoir si vous avez eu la tentation de garder ce latex et d'aller dehors pour voir si ça pouvait vraiment fonctionner. Bah, je l'ai fait, ouais. Alors ça marche. Ouais, c'est pas super pour draguer les meufs parce que le personnage n'est pas. Mais sinon, c'était intéressant. Je suis allé à la Fnac. Je suis allé. Je l'ai pas fait souvent hein, parce que bon, on travaille beaucoup. Puis j'avais peur qu'on me repère, enfin pas qu'on me reconnaisse, mais qu'on se dise pourquoi t'es qui avec du maquillage. Et je me suis dit si les gens voient ça, ça va me traumatiser après pour jouer. Je vais me dire qu'on va on va voir la supercherie tout ça. Et je suis allé à la Fnac et j'ai discuté pendant plusieurs minutes, pendant 10 minutes avec un vendeur d'appareils photo et c'était génial. J'ai parlé à ça d'un mec et de parler avec une petite voix comme ça, vous comprenez, c'est quoi le digital? Et je me foutais de sa gueule et j'ai jamais senti de son côté un... Parce qu'il y a aussi le fait que si les gens ne se doutent pas, c'est un peu là-dessus, ils ont joué dans le film aussi, c'est que si on ne se doute pas, on ne se pose pas la question. Donc je me suis retrouvé dans 2-3 situations comme ça assez intéressantes. Déjà c'était intéressant sur le plateau. Parce que par exemple, Marie-Josée Croze, elle m'a jamais vu. Elle m'a toujours vu comme ça. Le petit aussi, il m'a jamais vu. Eux-mêmes, ils me voyaient rarement. Parce que j'étais content quand je vois arriver avec ma tête. Ils disaient « Ah, tiens Mathieu ». Mais sinon, c'est vrai que c'était bizarre. Donc c'était évidemment... Une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce truc-là, c'est parce que j'adorais les films de monstres quand j'étais petit, enfin je les adore toujours aujourd'hui, et que ce soit Lon Chaney Jr. ou n'importe quel ancien qui ont fait Tom Savini, les films d'horreur, tout ça, je voulais faire partie de ça aussi. Et puis quand tu as ce masque-là, si t'es habillé en zombie, tu vas aller dans la rue en faisant le zombie. Si t'es habillé en petit vieux, tu vas aller dans la rue en faisant le petit vieux. Ouais. C'est très intéressant. Mais hein, tu te prends pour Michael Jackson pendant 10 minutes en fait. Juste, est-ce que je peux moi poser une petite question? Donc, t'as jamais travaillé 2 fois les 2 personnages dans la même journée? C'était toujours séparé? Si, on a travaillé aussi, on a fait 1 ou 2 fois, genre maquillage de 4 heures pour un plan, et après démaquillage de 1 heure, et après le contre-champ avec l'autre personnage. Ouais. Ouais, non, mais c'était intéressant. Hein, c'était intéressant. Excusez-moi, mademoiselle. Jeune homme. Désolé de comparer un film à un autre, mais je trouve qu'on ne peut pas s'empêcher de... Tout dépend du film auquel tu compares. Notamment à Holy Motors, je trouve qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser pendant le film. Je voulais savoir si... Il y a énormément de parallèles, là évidemment c'est beaucoup plus symbolique, là dans le film c'est beaucoup plus réel, mais si vous avez pris contact éventuellement Léo Carax ou Denis Lavant, enfin... pour l'interprétation du rôle, vous, pour la réalisation du film, plutôt vous deux, mais on peut pas s'empêcher de faire le parallèle. J'ai une bonne réponse. J'ai pas vu le film. Parce que Denis Lavant se rapproche énormément de l'interprétation. Ce qui est amusant, c'est quand vous faites un film, vous êtes complètement paranoïaque, et donc vous avez l'impression que tous les films racontent votre film, et que donc entre le moment où vous l'avez écrit et le moment où il sort, il va y avoir 10 films qui vont ressembler. Et effectivement, quand le film de Carax est sorti, nous on était très avancés dans le projet. Et quelqu'un m'a dit, tu sais, tu devrais aller voir ce film, parce qu'à un moment, il y a une scène où le mec est déguisé en un autre et il se bagarre. Donc je suis allé voir le film. J'étais assez soulagé, parce que le film est quand même très 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 loin. Mais il y a évidemment une problématique qui est celle de la transformation du maquillage. Et il y a une scène où il est lui-même et lui-même. Mais ça n'a pas été un film, je dirais, inspirateur, ou même, puisque le film était déjà, qu'on était déjà très avancé quand le film est sorti. Et juste au niveau, par rapport au maquillage, c'est une chose, au niveau pour Mathieu Kassovitz, au niveau de la voix, la transformation de la voix, comment ça s'est fait dans le... Parce que c'est quand même une autre voix que vous avez dans le film, comment ça s'est produit? Je vais vous dire un truc. C'est très simple. J'ai fait ma voix au tournage, et c'était pas bon. Donc ils ont changé la voix par une vraie voix. C'était la question qu'on se posait. C'était que comment faire Henri de Montalt. Le maquillage, la posture, le vieillissement, on peut le jouer, c'est pas difficile. La voix, c'est un truc très 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 compliqué à gérer. Je n'ai pas assez de métier pour arriver à faire une voix de petit vieux et à la tenir comme ça. Donc on a essayé de la tenir, mais l'idée géniale qu'ils ont eue,
c'est que même si on avait réussi à faire une bonne voix, on s'est dit à un moment, mais si on veut vraiment tromper le spectateur, il faut faire doubler Henri de Montalt par un vrai comédien, et que j'imite la voix du vrai comédien, pour quand je fais Sébastien de Montalt. C'est-à-dire que j'essaye d'imiter Henri de Montalt, mais j'ai le droit d'y arriver moins bien. Parce que c'est difficile à faire. Donc on a changé la voix, on a fait tout le tournage avec ma voix. J'ai fait un travail quand même que j'ai essayé de tenir, qui parfois passait, mais c'était rare. Enfin, surtout, on avait besoin de constance, et puis travailler une voix comme ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est très très dur. C'est impossible pour moi de faire... Enfin, je sais pas pour les autres acteurs, mais moi personnellement, j'y arriverai pas aujourd'hui, j'y arriverai peut-être demain. Donc ils ont changé la voix, ils ont pris un acteur à la fin, et en fait, moi, j'ai refait du doublage en imitant la voix de cet acteur-là. Voilà. Donc c'était vraiment le but, était de perdre le spectateur le plus possible. Voilà. Pour le vrai... Non, bien sûr que si, on le dit au générique. Mais ce qui s'est passé, c'est que Mathieu a pris une voix, il est trop modeste, mais qui le fait très bien, qui est celle qu'il fait quand il imite Henri de Montalt. Mais ce qui était compliqué, c'est que s'il avait pris que la voix d'Henri de Montalt, il devait jouer l'original et son double. Voilà, il devait s'imiter lui-même, et donc faire une différence entre l'original et la copie. Et donc au fond, Mathieu a joué avec la voix qu'il a quand il joue Henri de Montalt. L'autre, regarde, concrètement c'est un peu compliqué, imaginez le tournage. On a fait qu'il y avait Henri de Montalt, qui est le personnage du musicien, et quand Mathieu le copie, on l'appelait Sébastien de Montalt, c'est-à-dire qui était la copie d'Henri de Montalt. Et Mathieu a la voix de Sébastien de Montalt, c'est-à-dire qu'il copie la vraie voix d'Henri de Montalt, et pour prendre la vraie voix d'Henri de Montalt, on l'a fait doubler par un autre acteur. Et en fait, quand Mathieu a joué tout le film, il a joué avec la voix de Sébastien de Montalt, c'est-à-dire de la copie. Et ensuite, on a cherché une voix assez proche de celle qu'avait trouvée Mathieu. On a ensuite fait doubler donc, Henri de Montalt par un acteur, et Mathieu a redoublé ensuite en post-synchro toutes les voix pour être plus proche de ce qu'avait fait l'autre acteur, sachant que ce qui était compliqué, c'était pas de la tenir, parce que Mathieu la tenait très bien, mais c'était d'avoir à la fois la copie et l'original simultanément. Moi, je trouve ça joli que quand il l'imite, ça soit pas parfait. C'est-à-dire que si on fait vraiment très attention, on peut voir qu'il y a une différence, et c'est ça que je trouve intéressant dans l'imitation, que ce soit pas parfait. J'aurais pas trouvé la réponse tout seul. Les maquillages, c'est pas le... Il y a des toutes petites différences entre Henri de Montalt et Sébastien de Montalt. Oui, en fait, c'était d'ailleurs assez drôle parce que quand on a fait la projection équipe, il y a plusieurs personnes qui sont sorties du film en disant j'ai compris ce que tu nous disais pendant le film, parce que c'était un peu compliqué, on avait les costumes, il y avait en fait plusieurs personnages, il y avait le niveau de perfection du maquillage évolue, il y a l'original Henri de Montalt, il y a la copie elle-même évolue, les maquillages n'étaient pas les mêmes. Dans la copie, en fait, tout ce qui est au niveau des expressions, c'est surtout ce qui est de la bouche et des yeux. Donc le maquillage d'Henri de Montalt en copie était plus léger au niveau des yeux et de la bouche pour qu'on retrouve plus facilement Mathieu derrière le maquillage, pour qu'au fond on ait plus d'empathie encore pour l'imitateur qui est derrière le personnage. Bonsoir. Bonsoir. Y avait-il... Je suis là. Ah, pardon, excusez-moi s'il y avait deux micros. Y avait-il une raison que vous avez choisi la musique de Mendelssohn? Est-ce qu'elle est sublime? Non, c'était l'objet de nombreux choix, de réflexions. On a passé des heures et des heures et des heures à écouter de la musique. C'était un choix purement esthétique, le plaisir. Moi, je trouve que c'est un morceau qui est très très beau. C'est un morceau qui était difficile à choisir parce que c'est pas un morceau que jouent les enfants de l'âge du jeune violoniste, parce que c'est un morceau qui est extrêmement technique. Donc heureusement on avait choisi le morceau très tôt, donc le jeune violoniste Diego, qui est un jeune violoniste, a pu s'entraîner, il a eu 6 mois pour s'entraîner à jouer le morceau, et donc à la fin il l'a joué, dans la scène finale c'est en partie lui qui joue le morceau, et c'était très émouvant que ce soit un morceau aussi difficile. Enfin moi je trouve que c'est un morceau magnifique. Moi une question pour Mathieu Kassovitz. Je veux savoir Vous allez dire Vincent Cassel? Pas du tout. Si. J'aurais voulu savoir C'est quoi ce délire? C'est fou ça. Lequel des 3 personnages avez-vous le plus de mal à entrer dans la peau? Vincent Cassel, ouais, j'ai une galère. Non, aucun des 3, et les 3, il n'y a pas de grande différence. C'était plus simple évidemment de jouer Sébastien de Montalt, mais c'est que du jeu, on s'est vraiment amusé quoi.
À partir du moment où on vient et qu'on passe 4 heures de maquillage et qu'on arrive sur le plateau et tout le monde vous regarde bizarrement, vous vous rendez pas compte vraiment, parce que vous avez le maquillage sur le visage, c'est quand vous regardez dans un miroir que tout d'un coup vous dites